La santé de Paul Biya pose problème. Le déluge des réunions à la présidence de la République pour battre campagne avec 2 grandes photos indique clairement que le président n'est pas en bonne santé. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'un centenaire peut battre campagne. J'ai vécu avec un centenaire. Le président de la République, comme l'ont dit le commissaire Ebene, Adja Awa et Issa Chiruma Bakari, affirmant que le président n'est plus en bon état pour diriger notre pays. Je tiens à rappeler que c'est des situations qui ont été constatées dans d'autres pays africains. Le premier desquels, la Tunisie, où Habib Bourguiba, le héros de la lutte pour l'indépendance avec le Néo-Destour, indépendance acquise en 1956. Et le président était toujours en activité jusqu'en 86-87. Et c'est donc en tant que président qu'il nomme Ben Ali comme Premier ministre. Ben Ali arrive, il commence à travailler avec lui et il constate que le président de la République a beaucoup d'absence. De temps en temps, il s'adresse à lui en disant « Mzali ». Mzali était le premier ministre qu'il avait démis avant Ben Ali. Donc, Ben Ali constate donc que le président n'a plus tout à fait ses capacités intellectuelles. Il fait donc venir les chefs des institutions de la République et il fait venir des médecins. Les médecins consultent le président devant ces chefs d'institution et donc Ben Ali, et les médecins se retirent pour donner leur avis. Et leur avis est sans appel. Le président n'a plus toutes ses facultés pour gérer l'État tunisien. C'est comme ça que Ben Ali signe donc sa prise, disons, sa prise d'acte en tant que chef d'État pour prendre la relève. On a appelé ce départ de Bourguiba, on l'a appelé le coup d'État médical. Ce n'était pas un coup d'État, c'était simplement faire prévaloir l'avis médical des spécialistes pour envoyer le président Bourguiba à la retraite. C'était donc le coup d'État médical perpétré par son premier ministre Ben Ali. Deuxième cas, le président Mugabe, Robert, du Zimbabwe, commence à montrer des signes de faiblesse. Il marche, il trébuche, il tombe. Il vient lors d'une cérémonie, il fait le discours et il tombe devant le pupitre. On le transporte. Compte tenu de tout ça, les militaires qui ont mené la lutte pour l'indépendance, parce qu'il faut raconter l'histoire de ce pays. La reine d'Angleterre donne l'indépendance au Zimbabwe, à l'époque Rhodésie du Nord, et le premier ministre, Ian Smith, se rébelle. Il dit qu'il ne donne pas l'indépendance. Et la ZANU-PF prend les armes pour le faire partir. C'est comme ça que ce pays devenu Zimbabwe a donc
a accédé à l'indépendance en avril 1980 et le chef de la lutte armée, qui est M. Robert Mugabe, accède donc au pouvoir. Et Robert Mugabe, qui a été en exil au Ghana, c'est là qu'il a fait la rencontre aussi de l'UPC et d'autres mouvements de libération qui étaient basés au Ghana. Et c'est au Ghana qu'il épouse sa première femme. Au cours de sa vie de président, son épouse meurt. Et il prend pour épouse sa secrétaire, une jeune femme, Grace Mugabe. Et quand il voit que le président commence à s'affaiblir, elle commence à prendre les rênes du pouvoir, à telle enseigne que elle obtient de son mari qu'on congédie son premier ministre, qui s'appelle Mnangagwa. Non seulement on chasse Mnangagwa, mais sa femme, Grace Mugabe, intime l'ordre à Mnangagwa de s'exiler, de partir, de quitter le territoire. Mnangagwa fuit en Afrique du Sud. C'est là donc que les militaires décident de mettre au repos leur icône, le patron de la lutte armée, c'est-à-dire Robert Mugabe. Ils font une cérémonie en mondovision où les militaires en face de Mugabe lui disent « Il est temps que tu prennes ton repos, tu es fatigué et tu ne tiens plus. Ce n'est pas la peine de forcer. On te garantit tout, tu vas rester dans un palais avec tout ton confort, tes médecins seront là, tu auras tout, mais il faut que tu te mettes au repos. » Et on a affaire à une scène ubuesque où les militaires lui disent « On ne te fait pas un coup d'état, tu es notre icône, mais il faut que tu te reposes. » Et le président Mugabe se rebelle, il dit « Non, c'est un coup d'état que vous me faites, ce n'est pas le repos, tout ça. » Mais il finit par accepter. Il se retire donc avec son épouse. À un moment, son épouse a des velléités de reprendre le pouvoir. Et les militaires lui disent, si tu insistes, on va trouver une autre femme à ton mari, mais toi, ton dossier est lourd, tu peux aller en prison. C'est comme ça que Grace Mugabe se calme. On apprendra plus tard par nos réseaux à la ZANU-PF qui indique que c'est Mugabe lui-même qui a demandé à ses militaires, à sa hiérarchie militaire, il faut prendre le pouvoir parce que la femme qui est à côté de moi, elle commence à prendre des libertés que je ne comprends plus. Elle n'a pas le droit de prendre ces libertés-là et il faut faire quelque chose. C'est ce que les militaires ont fait. Le président Mugabe s'est retiré et il a eu une fin de vie paisible avec tous les honneurs qu'il fallait pour l'enterrer. Entre parenthèses, Habib Bourguiba aussi est mort, mais lui en 2000, en l'an 2000, en avril 2000, et il a été enterré dans son village. Voilà ces deux cas. Le troisième cas, c'est le FLN algérien, où Bouteflika est affaibli. Il a fait un AVC, il est paralysé et il est sur une chaise roulante. Mais le FLN insiste, oui, on a connu Bourguiba, le fringant ministre des Affaires étrangères au début des années 60, etc., un autre héros de la guerre.
de la lutte armée, mais quand même, à un moment donné, il est tellement affaibli que son frère commence à prendre lui aussi des décisions. C'est là que le FLN s'insurge et demande que le président Bourguiba soit écarté. C'est comme ça que le président Bourguiba a été écarté. Ce n'était pas non plus un coup d'État, c'était tous des combattants du FLN qui sont encore au pouvoir, qui ont décidé qu'un grand pays comme l'Algérie ne pouvait pas être géré par quelqu'un qui n'a plus du tout ses forces en place. C'est comme ça qu'il a été remplacé aussi. C'est pour dire quoi? On a déjà connu des situations où les chefs d'État sont tellement affaiblis qu'on est obligé de prendre une décision éminemment politique. Il y va de la respectabilité du pouvoir du pays et la respectabilité de notre pays, un grand pays, commande que le président se retire. Et on voit tout ce balai des gens qui viennent, qui partent, sous la houlette de qui? D'un secrétaire général dont on ne sait même plus s'il prend ses décisions à partir de la volonté du chef de l'État ou de son propre chef. On ne sait plus. Tout ce qu'on nous a dit, ceux qui sont là-bas à côté, indique qu'il est fortement affaibli. Et le commissaire Ebene a dit que c'est la première dame et le ministre, le secrétaire général et quelques autres qui prennent des décisions en lieu et place du chef de l'État. Qui sommes-nous pour aller démentir alors qu'on sait que personne ne peut approcher le Paul Biya? Paul Biya même n'approche personne. Voilà la raison pour laquelle je tenais à dire qu'il y a déjà eu des situations sur notre continent bien-aimé, il y a eu des situations comme ça où le chef de l'État n'était plus en capacité de mener, de diriger un État et on a dû le mettre de côté. C'est pour ça que je voulais rappeler ces trois exemples de la Tunisie, du Zimbabwe et de l'Algérie. Ce ne serait donc pas dire aux gens que non, vous voulez qu'on le chasse. On ne veut pas qu'on le chasse. On veut seulement que la respectabilité d'un pays comme le Cameroun aille jusqu'au bout de son existence.